Bonjour à toutes, moi c'est Leïla Duranté et je suis donc avec Paro. Nous sommes réunis aujourd'hui, mercredi 2 octobre, pour un excellent webinaire avec Véronique Dupont du Centre de services à l'emploi. Et ce webinaire s'intitule Devenir un gestionnaire inspirant. Je vais brièvement introduire Paro et ensuite passer la main à Véronique. Alors Paro, qui sommes-nous? Paro, nous sommes une organisation à but non lucratif qui aide les femmes entrepreneurs à faire croître leurs entreprises. Et nous les aidons avec deux piliers essentiels. D'abord, de l'éducation commerciale à travers des choses comme des webinaires, mais également des incubateurs, etc., mais également à travers de l'accès au financement. Voilà, et nous existons depuis une trentaine d'années. Nous sommes basés à Thunder Bay avec des bureaux à travers la province de l'Ontario, mais également dans d'autres provinces. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je repasse la main à Véronique Dupont. Merci. Merci Leila. Ce matin, dans le fond, on va parler de devenir un gestionnaire inspirant, comme Leila l'a souligné. Le but vraiment, c'est d'améliorer nos compétences en communication, parce que de plus en plus, en tant que gestionnaire, hein, on le sait, la communication devient vraiment au cœur vraiment de nos relations à tous les jours avec nos employés et nos équipes. Les objectifs de la formation, mais c'est vraiment connaître son propre style de communication. Donc, comment qu'on communique, c'est quoi nos réflexes naturels. Établir aussi un plan d'action selon les règles du manager inspirant. Comment qu'on peut devenir vraiment un manager qui, quand à travers nos communications, vient inspirer l'équipe et créer un climat, un climat d'équipe agréable. Aussi, améliorer l'impact de vos communications, mieux gérer les conversations cruciales, hein, parce que de plus en plus, on a vraiment des fois des conversations qui deviennent vraiment importantes, puis des fois, on est mal à l'aise dans ces communications-là aussi. Donc, comment qu'on peut naviguer ces conversations-là, puis obtenir vraiment des outils concrets qui vont vous aider là, vraiment dans les conversations qui sont des fois peut-être plus difficiles. Donc, le plan de la formation de ce matin, c'est vraiment qu'on va voir qu'est-ce que la communication, les règles d'or vraiment du gestionnaire inspirant, puis les principes pour maîtriser ensuite les conversations qui sont plus cruciales ou plus difficiles. Donc, qu'est-ce que la communication? On a vraiment une vision qui est classique de la communication. Donc, on a un émetteur, hein, quelqu'un qui va donner le message. Ensuite, ben, on a le message, hein, qu'est-ce qu'on veut dire, etc. Puis à la fin, ben, il y a un récipient. Donc, ça, c'est vraiment la vision classique de la communication, hein. On a quelqu'un qui dit le message comme moi ce matin qui vous dit le message. Il y a le message, puis vous en ligne qui est vraiment le récipient. Donc, quand on a une vision classique comme ça de la communication, c'est presque comme dire qu'on envoie une bouteille à la mer, puis que dans le fond, on a écrit un message, puis qu'on espère que la personne à l'autre bout va prendre notre message de la façon que nous, on voulait qu'il soit interprété. Donc, il y a vraiment une vision maintenant qui est plus réaliste de la communication, qui est l'émetteur devient à la fois un émetteur, mais un récipient aussi. Hein, parce que quand on est en communication avec nos collègues ou avec les gens au bureau, ou etc., ben, c'est sûr que moi, si, admettons, je donne un message, je reçois une réponse, puis je me roule les yeux. Ben, à ce moment-là, je deviens, oui, l'émetteur du message, mais je deviens un récipient aussi. Ou par exemple, moi, je dis un message à ma collègue, elle a les bras sur les hanches ou les bras croisés comme ça. Mais moi, à ce moment-là, oui, je vais donner le message, mais je reçois un message aussi qui est peut-être non verbal. Il y a un contenu, ça ne change pas, hein, il y a vraiment un contenu à la communication. Ce qui vient être ajouté aussi, c'est qu'il y a une relation aussi, un état émotionnel des personnes qui sont vraiment dans la situation de communication. Donc, c'est certain que si, admettons, j'ai peut-être pas la même communication avec mon médecin que j'ai avec une collègue de travail.
j'ai peut-être pas la même relation. Donc, des fois, le message peut être le même. Comme par exemple, je me sens pas bien ce matin. Euh, Puis ça, c'est le contenu de mon message. Ben, il va peut-être changer si je le présente à mon médecin versus à mon conjoint le matin. Donc, vraiment, la relation, c'est ce qui va venir changer aussi la communication comme telle qu'on a avec les collègues. Donc, c'est certain qu'en tant que gestionnaire, si on a eu une mauvaise journée, puis notre état émotionnel est déjà peut-être à bout, ou qu'on n'a pas eu une bonne journée, ou etc., ou les enfants à la maison nous ont donné un temps difficile, etc., puis que là, on doit dire un message à quelqu'un, ben, c'est sûr que ça va aller peut-être teinter aussi là, la communication. Donc, je vais vous présenter ce matin vraiment des règles d'or pour vraiment devenir un gestionnaire inspirant, puis d'être vraiment capable d'aller gérer vos communications que vous avez avec vos employés vraiment pour être optimal. Donc, qu'est-ce qu'un gestionnaire inspirant? Euh, donc, j'aimerais ça qu'on vous prenne peut-être quelques secondes pour vraiment penser à des gestionnaires que vous avez déjà croisés dans votre vie professionnelle, qui ont, ou ça peut être à l'école ou peu importe, là, n'importe où dans votre vie, qui ont déjà un impact positif sur vous. Puis, quelle qualité avaient ces gestionnaires-là? Donc, comment ils ont réussi vraiment à vous engager dans votre travail? Donc, vous pouvez y penser, prendre quelques secondes. Je vais vous présenter les différents styles personnels de communication, puis probablement que vous allez soit vous reconnaître ou peut-être reconnaître aussi des gens dans votre équipe selon les différents profils. Donc, premièrement, ça va selon deux axes. Donc, on a vraiment sensible aux sentiments des autres. Donc, si on est moins sensible aux sentiments des autres ou plus sensible aux sentiments des autres, puis aussi tendance à prendre le contrôle de la communication ou de la discussion. Donc, si on a moins tendance à prendre le contrôle ou plus tendance à prendre le contrôle. Donc, si on a des gens qui sont dans le carré en haut, qui sont conciliateurs, donc ça, c'est des gens qui sont vraiment sensibles aux sentiments des autres, mais qui n'ont pas nécessairement tendance à prendre contrôle de la communication. Donc, ça, c'est un petit peu les gens qui euh, vont communiquer, mais vont souvent donner raison à l'autre, pour éviter le conflit ou la chicane. Euh, c'est des gens aussi qui vont arriver dans une discussion qui est échauffée, etc., entre deux personnes, puis qui va arriver, OK, toi, ce que tu en penses, toi, ce que tu en penses, voici comment on peut se rencontrer au milieu. Donc, il y a des avantages d'être quelqu'un de conciliateur parce que justement, hein, des fois, on peut naviguer quand c'est les conflits des autres ou etc. L'envers du décor d'être quelqu'un qui est conciliateur, c'est souvent ça, hein. C'est souvent qu'on s'oublie dans nos communications. Puis on a tendance vraiment à être tellement sensible aux sentiments des autres qu'on va donner automatiquement raison à l'autre personne pour éviter justement d'embarquer dans la conversation qui va peut-être être plus difficile. Ensuite, on a des gens du même côté qui sont vraiment sensibles aux sentiments des autres, mais qui ont tendance à prendre le contrôle. Donc ça, c'est un petit peu les gens qui sont animateurs, hein. Donc, c'est les gens qui vont arriver dans la conversation, puis qui vont vraiment prendre contrôle, puis qui vont dire: «Ah, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ta, 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 ta.» Puis c'est des gens vraiment comme qui sont animateurs. C'est des gens qui sont animés, vraiment qui vont prendre contrôle de la conversation, mais en étant sensibles aux sentiments des autres. Donc, c'est les gens dans un conflit qui vont arriver et qui vont dire: «Ah, mais OK, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu ferais?» et cetera. Puis qui va vraiment aller vers l'autre, mais tout le temps en gardant le contrôle de la discussion. Donc, animateur, c'est sûr que c'est un avantage aussi dans les conversations parce qu'on est quand même sensible aux sentiments des autres, etc. Mais c'est sûr que l'envers du décor et que les animateurs, des fois, ont tendance à trop prendre le contrôle de la conversation, d'aller vers l'autre, mais de ne pas nécessairement écouter ce que l'autre a vraiment à dire. Ensuite, on a des gens qui sont peut-être plus analytiques, donc qui sont peut-être moins sensibles aux sentiments des autres, mais qui n'ont pas nécessairement non plus tendance à prendre contrôle euh, de la conversation. Donc, c'est des gens qui vont peut-être être plus silencieux dans les communications, qui vont peut-être prendre des notes, qui vont peut-être aller plus dans l'analyse,
de la conversation et tout ça, mais qui vont être à l'interne, hein. Ils n'auront pas tendance à prendre contrôle ou prendre parole, mais ils vont avoir vraiment des dialogues internes. Puis c'est des gens aussi, des fois, qui vont écouter pendant la période de communication, mais qui vont réagir peut-être ensuite, qui vont peut-être réagir plus tard. Donc, ces gens-là ont tendance à, oui, laisser la place aux gens et tout ça, mais c'est des gens dans des communications qui ont tendance à pas vraiment s'exprimer sur ce qu'ils pensent vraiment. Donc, c'est des gens, des fois, qu'il faut aller voir, là, puis il faut aller gratter, justement, là, pour aller chercher vraiment leur pensée et tout ça. Puis, ben, on a nos fameux gens qui sont peut-être plus directs. Donc, les gens peut-être qui sont moins sensibles aux sentiments des autres, mais qui ont tendance à prendre le contrôle des communications, des conversations. Donc, c'est des gens qui vont vraiment avoir pas de filtre, puis qui vont vraiment penser tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Donc, c'est des gens que oui, c'est des gens honnêtes, c'est des gens authentiques parce qu'ils vont vraiment dire tout ce qu'ils pensent, etc. Mais en étant moins sensibles aux sentiments des autres, ben, ils ne vont pas vraiment prendre en ligne de compte, OK, est-ce que ce que je vais dire peut blesser? Est-ce que je l'ai dit de la bonne façon? Ou des choses comme ça. Donc, je suis pas mal certaine qu'en voyant ces styles de communication-là, ben, un, vous êtes probablement capable de reconnaître celui que vous êtes. Puis deux, probablement que vous êtes capable de reconnaître certaines personnes dans votre organisation qui ont peut-être ces styles-là aussi. Donc, c'est important quand on commence à communiquer de comprendre notre style, puis voir après ça comment ce style-là peut avoir un impact là, sur les autres styles, puis comment on peut naviguer quand on communique avec quelqu'un qui est direct versus quelqu'un qui est analytique. On doit changer notre façon de faire. Euh, donc, ce que j'aimerais vous introduire aujourd'hui, ben, c'est vraiment de faire votre plan d'action basé sur votre style personnel de communication. Donc, c'est vraiment de reconnaître votre style personnel de communication. Le style, comme je vous disais, de la personne qui s'oppose au mien. Aussi, si j'ai besoin de faire une communication avec quelqu'un qui est important ou quelque chose comme ça, d'aller voir, OK, ben mon équipe que je gère, quel style de communication chacun a. Aussi, par rapport à votre propre style de communication, de vous questionner, quels sont mes défis? Qu'est-ce que je dois travailler? Puis quelle action je dois prendre pour aller essayer d'améliorer ces points-là au niveau de ma communication? C'est certain aussi qu'on a, oui, un style de communication qui est probablement plus fort, mais on est capable de développer les autres styles aussi de communication. Donc, on n'est pas vraiment dans une boîte qu'on est seulement quelqu'un qui est direct. On est capable des fois d'aller dans les autres styles de communication aussi. Euh, donc aussi, une autre règle d'or, j'aimerais que vous commenciez en tant que gestionnaire de gérer vos communications. Euh, donc, l'important, la première étape, ce serait vraiment de prendre l'inventaire de vos communications. Euh, donc, par exemple, pendant une semaine, de vraiment répertorier toutes les communications que vous avez avec votre équipe. Donc, est-ce que c'est des rencontres individuelles? Combien de courriels vous gérez avec votre équipe par jour? Combien d'appels vous gérez avec votre équipe par jour et tout ça? Puis de faire vraiment l'inventaire. OK, bon, ben, c'est combien de fréquences par mois ou par semaine? L'objectif de ces communications-là, le public qui est cible, etc. Puis de vraiment faire l'inventaire de toutes ces communications-là. Puis ensuite, c'est vraiment de faire des choix. Donc, est-ce qu'il y a des appels téléphoniques ou des courriels qui se sont échangés pendant la semaine que dans le fond, j'aurais pu faire une rencontre d'équipe une fois par semaine, puis j'aurais pu régler tous ces problèmes-là. Donc, c'est vraiment d'établir une routine de communication vraiment qui va vous libérer de peut-être des communications qui auraient pu être gérées autrement ou de façon plus efficace. Euh, Parce que c'est certain qu'en tant que gestionnaire, on a tendance à aller dans le day-to-day, hein. Donc, on va dire, OK, bon, ben là, oups, il y a cette situation-là qui arrive. OK, ben au lieu d'attendre d'avoir, par exemple, un meeting euh, par semaine avec la personne ou avec les employés ou avec l'équipe, ben on gère ça par courriel ou par appel à tous les jours. Puis c'est là qu'on réalise que notre routine de communication ben, est très prenante en tant que gestionnaire. Donc, je vous invite à faire vraiment l'inventaire de toutes vos communications que vous avez dans un mois ou une semaine. Puis après ça, d'être capable vraiment d'établir une routine de communication, de dire, OK, qu'est-ce que je peux regrouper ensemble pour être capable d'éliminer
des activités de communication pour me faciliter aussi la vie en tant que gestionnaire. Donc, votre plan pour mieux gérer vos communications, bien, ça serait de un, comme je vous disais, d'établir votre routine de communication, de devenir plus à l'aise aussi avec cette routine-là, hein, de vraiment avoir des buts, etc. Aussi, j'aimerais ça que vous cibliez trois situations de communication qui est plus difficile pour vous. Donc, est-ce qu'avec un employé spécifique que c'est plus difficile? Ou par exemple, vous n'êtes pas à l'aise peut-être avec les rencontres d'équipe, hein, vous ne savez pas trop comment les organiser ou etc. Euh, Puis ensuite, à l'envers du décor, ben, d'avoir trois situations de communication où c'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile avec vous? Est-ce que c'est plus facile une rencontre d'équipe ou vous êtes plus à l'aise avec du un à un ou etc.? Donc, faites l'inventaire de ça, puis de voir, OK, comment je peux améliorer tout ça, puis comment je peux m'assurer que ce qui est plus difficile peut devenir un peu plus facile, ou etc. Puis c'est important quand on établit une routine de communication aussi avec les employés, bien, c'est important de la conserver, cette routine-là, puis de la suivre. Donc, pour se préparer mentalement à ces situations de communication-là ou à vos routines, hein. Donc, si vous avez établi, par exemple, que les rencontres d'équipe étaient plus difficiles comme pour vous, donc comment on peut se préparer mentalement à faire face à ces situations de communication-là? Quatre stratégies, dans le fond, mais c'est reconnaître la résistance. Donc, par exemple, quand vous savez que OK, il faut que j'introduise à l'équipe une nouvelle façon de fonctionner ou etc. Puis là, je sais, je vais présenter ça à la prochaine réunion d'équipe. Ben, reconnaître les résistances, hein, de reconnaître, OK, ben, quel employé que je sais peut-être ou quel aspect de cette nouvelle-là, nouvelle procédure-là que je sais va peut-être avoir une plus grande résistance. Écoutez avec vos oreilles aussi, hein, donc d'écouter, de vous préparer avant, puis d'écouter, OK, qu'est-ce que je peux reconnaître tout de suite chez les employés que je sais? Est-ce que j'ai du feedback des employés aussi, hein? Donc, de rechercher vraiment aussi, comme je disais, le feedback. Puis d'adapter notre communication au style de l'autre personne. Donc, si je sais que j'ai plus des gens qui sont conciliateurs ou des gens qui sont peut-être plus analytiques, donc d'adapter mon style de communication quand j'ai cette nouvelle-là à annoncer, d'adapter vraiment au style des autres personnes qui sont autour de la table. Puis aussi, c'est important aussi de donner une signification au travail des employés, hein. Donc, de dire, OK, bien, il faut faire cette nouvelle procédure-là parce que ça va vous rendre tel aspect de votre travail plus facile. Ou je reconnais que tel aspect de votre travail est plus difficile, donc voici ce que je propose. Donc, c'est vraiment de donner une signification au travail des employés quand vous avez quelque chose à présenter au niveau de votre communication. Donc, comment mieux vous préparer mentalement, donc des petites idées là, pour votre plan d'action. Donc, demandez-vous aujourd'hui, maintenant, quelle est ma préparation typique pour mes audiences? Donc, comment vous vous préparez pour une rencontre individuelle, pour un appel téléphonique, pour une rencontre d'équipe? Euh, Puis, qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux améliorer? Puis aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Ben, vous pouvez faire une genre de checklist, hein. Donc, est-ce que je vais rencontrer de la résistance? Comment je sais que la résistance existe? Est-ce que je peux identifier la personne ou les personnes qui résistent le plus habituellement à ma communication? Puis comment je vais réussir à la désarmer, puis à m'assurer euh, de rassurer les gens qui ont peut-être une résistance. Aussi, qu'est-ce qui est important quand on a quelque chose à communiquer, qui a un impact sur le travail de nos employés, quelque chose d'important vraiment à communiquer, c'est bon de choisir son bon canal de communication. Ça, c'est vraiment important. Donc, les canaux vraiment de communication populaire, on a la rencontre individuelle, hein. Donc, si on a vraiment une chose à adresser avec un employé vraiment directement, mais la rencontre d'équipe n'est peut-être pas l'endroit à le faire, hein. C'est peut-être plutôt une rencontre individuelle dans ce cas-là qui s'applique. Euh, les rencontres d'équipe, les appels conférences, les conversations téléphoniques et les courriels. C'est sûr qu'en tant que gestionnaire, ce qu'on remarque beaucoup de nos jours, c'est qu'on veut aller rapidement, hein. On n'a pas le temps nécessairement d'accorder du temps à nos communications. Donc, souvent, on a tendance à aller vers le courriel.
Hein? Donc, quand on a une nouvelle procédure ou par exemple, bon, ben, ça fait 3, 4 fois qu'un employé arrive en retard, ben, on va faire un avertissement, mais par courriel. Hein? Parce que pour nous, c'est plus facile, c'est plus rapide. Hein? Donc, on va écrire le courriel, l'envoyer, c'est fait, bing bang. Ou quand on a une nouvelle procédure à faire, on va envoyer un courriel qui est à peu près 15 paragraphes de long. Puis dans le fond, ben, on réalise, OK, ben, peut-être que j'aurais pu le faire à une rencontre d'équipe pour que ce soit plus clair. Donc, il y a d'autres canaux aussi qui sont informels. Donc, les canaux informels, des newsletters internes peut-être qu'on a, l'intranet ou de la messagerie instantanée. Donc, il y a de plus en plus Teams aussi que les organisations utilisent. Donc, votre plan d'action pour bien choisir votre canal. Donc, ça serait premièrement d'évaluer tous les canaux de communication que vous utilisez en tant que gestionnaire. Donc, la rencontre individuelle, bon, mais combien de fois je l'utilise? Combien de fois à peu près que la durée allait? Est-ce que je me prépare pour des rencontres individuelles? Est-ce que vous parlez plus que vous écoutez pendant ces rencontres individuelles-là? Les réunions d'équipe aussi, bon, mais la fréquence, combien de temps que je me prépare pour ces réunions-là? Est-ce que la durée est appropriée aussi ou est-ce que je l'utilise à son maximum aussi? Conférences téléphoniques. Donc, dans les conférences téléphoniques, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a juste un aspect hein, de la communication. Donc, on n'a pas le non-verbal de la personne à qui on parle. Donc, c'est important aussi dans ces conférences téléphoniques-là de voir, OK, quel gestionnaire avez-vous trouvé le plus vraiment impactant ou inspirant en conférence téléphonique? Celui le moins inspirant. Puis que retenez-vous de ces deux modèles-là? Donc, comment que la personne, seulement avec son ton de voix ou seulement avec l'information qu'elle était capable de dire dans la conversation téléphonique, comment ça vous a vraiment euh, rendu, comment ça vous a engagé ou pas à cette conversation-là? Aussi des conversations téléphoniques, qu'est-ce qui est bon de faire, c'est testez-vous. Laissez-vous un message dans votre propre boîte vocale, puis écoutez-le. Puis c'est là d'analyser, OK, comment je sonne au téléphone? Est-ce que je sonne vraiment inspirant? Est-ce que je sonne vraiment où j'ai le même ton, monotone, plate? Puis là, ben, c'est de se mettre à l'autre bout de la personne, puis de dire, OK, est-ce que moi, en m'écoutant, comment je reçois ce message-là? Donc, ça, c'est une bonne pratique à faire aussi. Puis les courriels aussi, ben, c'est de voir, OK, combien de courriels j'envoie à mon équipe par semaine? Puis, est-ce qu'il y a une proportion de ces courriels-là qui aurait pu être remplacée par peut-être une réunion d'équipe une fois par semaine? Puis que je dis, OK, ben, tel courriel, il aurait peut-être plus été approprié de faire une rencontre individuelle avec cette personne-là ou, d'adresser telle chose en réunion d'équipe. Parce que, comme je vous dis, le courriel, quand on est en situation de communication, le courriel, on coupe complètement tout ce qu'il y a par rapport au non-verbal, tout ce qu'il y a par rapport au ton de voix. Hein, c'est que écrit. Donc, ça donne place à vraiment un grand nombre d'interprétations parce qu'on n'a pas tous les éléments de la communication. On n'a seulement que l'écrit. Donc, quand c'est des messages importants, le courriel est vraiment à éviter parce qu'on n'a pas tout le gabarit qu'on a besoin pour avoir une communication efficace. Donc, la règle d'or numéro 5, c'est s'appuyer sur des canaux informels aussi. Euh, donc, les conversations dans les cuisines entre vos employés, les conversations de cadre de porte le matin quand on se dit bonjour. Euh, Ça, c'est vraiment utile en tant que gestionnaire parce que ces conversations-là, des fois, vont vous donner des bons indices sur est-ce que j'ai des précautions à prendre? Est-ce qu'il y a certaines communications que j'ai envoyées qui n'ont pas été bien perçues ou qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises ou des choses comme ça? Donc, d'utiliser les canaux informels peuvent vraiment vous aider en tant que gestionnaire à préparer le terrain avec l'équipe à des choses qui s'en viennent. Donc, je vous dirais qu'en tant que gestionnaire, d'essayer de plus en plus vous intégrer à ces conversations-là pour être capable d'aller chercher peut-être des informations que vous n'avez pas accès à temps.
Donc, un plan d'action pour mieux utiliser vos canaux informels, ben, c'est commencer à évaluer votre utilisation des canaux informels. Donc, est-ce que vous avez un bon réseau dans l'entreprise? Est-ce que vos employés vous font confiance et sont capables de vous communiquer dans la cuisine ou ailleurs, peut-être des choses auxquelles ils ont des inquiétudes? Est-ce que vous êtes invité souvent à des rencontres informelles, hein, comme des dîners d'équipe, des 5 à 7, des choses comme ça que votre équipe organise? Est-ce que les employés continuent à parler quand vous rejoignez à eux dans la conversation et des gens engagés, hein? Donc, par exemple, le matin, on se fait notre café dans la cuisine ou etc. Puis là, ça jase, puis tout ça. Puis là, le gestionnaire, quand vous rentrez dans la salle, est-ce que c'est bon, silence complet, puis on se regarde, puis oh, elle vient de rentrer, on ne peut plus parler, ou etc. Ou au contraire, c'est comme hey, bonjour, bon matin, on parlait justement de telle chose, etc. Êtes-vous parmi les premières personnes à apprendre ce qui se passe dans la vie de votre unité, de votre département, hein? Donc, par exemple, un employé qui a une situation difficile à la maison, etc. Est-ce que vous êtes la première personne à l'apprendre ou la dernière? Est-ce que les employés baissent la garde facilement en votre présence ou ils sentent que ou je ne peux pas lui dire quelque chose parce que ça va se retourner contre moi? Euh, Puis, pour prendre le pouls des employés, savez-vous à qui vous adresser de façon informelle? Est-ce que vous avez quelqu'un de confiance vers qui vous pouvez dire hey, je sais que j'ai annoncé telle chose la semaine passée. Comment ça va? Est-ce qu'il y a des gens que ça va un peu plus mal ou etc. Donc, est-ce que vous avez cette personne-là de confiance vers qui vous pouvez vous tourner? Puis à ce moment-là, dépendamment des questions, des réponses à ces questions-là, bon, ben, quelle action vous pouvez entreprendre pour améliorer l'usage des canaux informels? Puis ensuite, la règle d'or, oups, la règle d'or, voilà, numéro 6. Donc, dans le fond, c'est vraiment d'être crédible dans vos communications. Euh, Dans le fond, l'image, l'apparence physique, la posture, souvent va avoir un impact sur comment vos communications en tant que gestionnaire sont perçues. Hein, c'est certain que si je suis en rencontre d'équipe, puis je suis vachée comme ça, puis j'ai la tête de même, puis je suis en train de parler à mon équipe, puis je suis en train d'annoncer des choses importantes, je ne suis pas certaine que l'équipe va recevoir le message de la même façon que si vous êtes engagé dans la conversation. Euh, Aussi, le capital de sympathie, ben, c'est important hein, d'avoir une humilité dans vos communications avec l'équipe. Puis toujours aussi avoir des communications qui sont courtoises avec l'équipe, hein. Donc, un bonjour le matin à toute l'équipe, hein, ou comment ça allait ta journée, ou si on sait qu'un employé vit quelque chose, puis d'aller la revoir et dire hey, puis finalement, ton opération, comment ça a été, ou etc. Donc, c'est important d'avoir ce capital de sympathie-là que vous allez toujours essayer de travailler. Puis la cohérence aussi, hein, c'est vraiment important. Hein. Quand vous dites à votre équipe une promesse ou que vous dites à votre employé que oui, je vais t'envoyer ça par la fin de la journée, c'est important de vraiment garder vos promesses parce que ça va aller vraiment jouer sur votre crédibilité en tant que gestionnaire. Puis encore là, votre plan d'action pour vraiment accroître et protéger votre crédibilité envers votre équipe. Euh, ben, allez vous questionner, bon, ben, OK, qu'est-ce que c'est pour moi une personnalité inspirante? Qu'est-ce qui caractérise sa crédibilité à cette personne-là? Puis parmi les 5 composantes de la crédibilité qu'on a vu tantôt, ben, quelle est ma force? Hein? Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui est humble, qui est humilité, mais peut-être la cohérence, ah ben, la cohérence, peut-être que je l'ai à améliorer parce que des fois, je dis quelque chose à l'équipe, puis là, ils me font rappeler, hey, tu étais supposé nous envoyer telle chose. Ah oui, c'est vrai. Hein? Donc, qu'est-ce que ça va bien du côté de ma crédibilité, puis qu'est-ce que j'ai aussi à améliorer, puis vraiment vous faire un plan d'action, puis comment je vais faire pour améliorer ces points-là de ma crédibilité. Donc, être cohérent, hein, je reviens là-dessus. Donc, walk the talk, hein, puis comme on dit en français, est-ce que vos bottines suivent vos babines?
Donc, tenir ses promesses, hein, donc ça, c'est important. Prêcher par l'exemple aussi, hein, donc être cohérent, mais si vous dites à votre équipe, ben moi, la ponctualité, c'est vraiment important, il faut que vous soyez là le matin, dès 8h30, mais moi, j'arrive tout le temps au bureau 15-20 minutes en retard, ben mes babines ne sont pas en train de suivre mes bottines. Hein. Renforcer les comportements souhaités. Hein? Donc, quand vous voyez un bon comportement au sein de votre équipe, ben, allez le féliciter, ce comportement-là. Puis vraiment de tenir sa place en tant que cohérence. Aussi, qu'est-ce qui est important en tant que gestionnaire, c'est rester cohérent dans le changement. Hein, donc, quand on apporte des nouvelles choses ou des nouvelles procédures dans l'organisation, ben, c'est important de rester cohérent puis de pas changer d'idée à chaque semaine puis dire ah ben ça fonctionne pas, finalement on va faire autre chose. Puis de vraiment de conserver là, la cohérence dans ces changements-là, puis d'être capable de rester vraiment la même personne aussi. Donc, votre plan d'action pour vraiment améliorer votre cohérence, je vous dirais walk the talk. Donc, est-ce que vous avez promis quelque chose à quelqu'un récemment? Questionnez-vous là-dessus. Est-ce que votre promesse a été tenue? Est-ce que vos employés connaissent vraiment vos attentes? Est-ce que vous suivez les règles comme vos employés les suivent? Hein, est-ce que vous suivez les mêmes choses? Donc, si par exemple, les procédures pour réserver la salle de conférence sont X, est-ce que moi, en tant que gestionnaire, je suis la même procédure ou je passe par un autre chemin pour le faire? Donc, ça, c'est important aussi au niveau de votre cohérence, de vraiment suivre les mêmes règles et les mêmes procédures que vos employés. Puis aussi, vos valeurs en tant que gestionnaire, hein, c'est d'aller vous questionner sur quelles sont vos plus grandes valeurs, puis qu'est-ce qui est important pour vous, puis c'est d'être cohérent là-dedans dans vos actions dans l'entreprise. Être clair, hein? Dans nos communications, des fois, on a tendance à peut-être être pas aussi clair. Donc, quand on a un message à vous dire, à dire à notre équipe ou un message qu'on veut faire, posez-vous toujours ces 5 questions-là. À qui je m'adresse? Donc, est-ce que je dois peut-être changer mon style de communication pour être plus clair avec cette personne-là ou est-ce que je dois changer mon message? Combien de temps je dispose pour donner mon message? Donc, est-ce que c'est une petite conversation de 10 minutes dans un cadre de porte ou c'est pendant une réunion d'équipe ou etc.? Quel est le but de ma communication? Quel message est-ce que je veux que les gens retiennent de cette communication-là? Puis quelle information vous aidera à atteindre votre but? Donc ça, c'est toutes des questions que vous devez vous poser pour vous assurer, OK, est-ce que mon message est vraiment clair? Est-ce que j'utilise vraiment la bonne façon? Est-ce que j'ai les bons mots? Puis comment ça va être interprété aussi au niveau de l'équipe. Euh, donc, pour vous aider avec ça, donc oui, posez-vous les 5 questions clés qu'on a vues. Euh, Vraiment procéder à une auto-évaluation. Euh, Posez des questions ouvertes à vos employés, puis évaluez-vous sur une échelle de 1 à 10 sur la rétroaction que vous avez. Mesurez l'impact en comparant avec d'autres communications similaires. Puis mesurez votre niveau d'énergie après que la communication versus préparée versus non préparée. C'est sûr que quand on n'est pas clair, on le voit hein, dans l'autre personne que peut-être qu'il y a un plissement des yeux ou il y a un croisement des bras. Donc, on le voit quand on sent que c'est pas vraiment clair. Puis des fois, on est dans une communication où on n'est pas préparé. Donc, c'est dur d'être clair quand on n'est pas préparé. Parce que dans le sens qu'on n'utilise peut-être pas les bons mots, on n'utilise peut-être pas les bonnes façons, ou là, des fois, on tourne autour du pot hein, pour dire notre message et tout ça, parce qu'on n'est pas préparé. Puis là, ben, on se rend compte qu'on a passé par Paris pour venir à Montréal. Puis là, on n'est pas clair du tout dans notre message. Donc, votre niveau d'énergie va vous le dire aussi si vous étiez préparé ou non préparé. Si vous sortez d'un meeting puis vous êtes épuisé à terre, bien ça veut peut-être dire que vous n'étiez pas préparé, puis peut-être que votre message était peut-être pas clair. Faire preuve d'empathie. Donc ça, c'est important aussi quand on veut devenir un gestionnaire inspirant, puis être inspirant dans nos communications. Donc,
Pourquoi que l'empathie est importante? Ben, c'est justement vous mettre à la place de l'autre, hein. Comme je vous disais, quand on se met à l'envers du décor, puis à l'envers de la personne qui reçoit le message. Euh, donc, c'est important quand on est un gestionnaire parce que là, on peut vraiment se mettre dans les souliers de nos employés puis dire, OK, comment que eux reçoivent ma communication, comment ça va, etc. Donc, c'est important d'être vraiment, faire preuve d'empathie. Puis comment faire preuve d'empathie, dans le fond, pour vous aider dans votre plan d'action, ben, c'est identifier les émotions, sentiments et en comprendre les raisons, hein. Donc, quand on communique, par exemple, qu'on donne une nouvelle à nos employés, puis on voit tout d'un coup qu'il y a de la colère ou il y a de l'incompréhension ou il y a de l'insécurité, il y a une émotion qui est produite, ben, c'est d'aller voir, OK, pourquoi j'ai cette réaction-là de mon équipe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Puis c'est vraiment appliquer l'écoute empathique et mesurer aussi les progrès, hein. Donc, quand on voit qu'on donne une nouvelle à l'équipe, puis qu'on voit qu'il y a une grosse résistance ou qu'il y a une grosse émotion qui est causée, ben, de là, c'est d'aller comprendre les raisons, puis d'aller voir, OK, puis d'être empathique en tant que gestionnaire, puis dire, OK, voici peut-être les raisons pourquoi. Je vais aller à la rencontre de ces questionnements-là et tout ça, puis je vais essayer d'aller aider à cette compréhension-là, puis d'aller voir les progrès. Est-ce que c'est mieux reçu ou etc. Donc, votre plan de développement, dans le fond, à chaque plan d'action qu'on a vu tantôt, euh, donc, dans le fond, c'est tous des plans d'action pour devenir plus inspirants, pour devenir mieux habile avec nos communications. Réaffirmer votre choix, hein, que vous voulez vraiment aller dans cette voie-là, puis dire, OK, moi, je veux m'améliorer dans mes communications. Revoir vraiment chacun de vos plans d'action qu'on a fait ensemble, hein, vos questionnements, vos plans d'action que vous étiez dit que vous étiez pour améliorer, puis vous fixez un but, vraiment cibler une action que vous voulez améliorer. Donc, par exemple, si vous dites, ben moi, mes communications sont vraiment un peu partout, j'ai pas de routine, ben là, dire, OK, je vais me fixer le but qu'une fois par semaine, je fais une rencontre avec mon équipe. Cette rencontre-là, c'est pour régler telle chose. Puis de vous préparer à ces rencontres-là, puis de vraiment dire, OK, bon, ben, une fois par semaine, mon équipe le sait, on se met disponible, tout le monde. C'est là qu'on règle tous les petits problèmes que j'aurais probablement envoyé plein de courriels cette semaine. Ben, on emmagasine ça, puis telle heure, tel jour, c'est la journée où on règle ces choses-là. Donc ça peut être une action, par exemple, dans votre plan de développement que peut-être que vous savez identifier. Donc, c'est d'aller retourner vers ça, puis voir, puis vous vraiment cibler une action à la fois que vous voulez aller améliorer. Donc, gérer, on est dans la dernière partie de la présentation. Donc, allez gérer vos conversations cruciales ou vos conversations difficiles. Euh, Qu'est-ce qui est important quand on a une communication difficile à faire avec un employé ou quelque chose comme ça? Ben, c'est de choisir un sujet à la fois, hein. C'est pas d'aller dans une conversation puis dire ben là, il y a tel rapport qui n'a pas été fait, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Non. Parce que là, vous allez juste hein, les rendre un petit peu overwhelmed. Fait que c'est vraiment un sujet à la fois quand on a une conversation qui est peut-être plus difficile. Puis qu'est-ce qui est important aussi, c'est de choisir le bon sujet, hein. Donc, on a tendance de dire, OK, bon, ben là, la personne, il y a tel rapport qui est en retard. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Mais c'est vraiment d'aller choisir le bon sujet de toutes ces choses-là. Donc, est-ce qu'il y a une chose qui nous agace dans son comportement ou la raison pourquoi on va avoir cette communication-là? C'est de choisir ce bon sujet-là. Puis des signes aussi que vous n'avez peut-être pas discuté du bon sujet dans cette conversation-là. Un bon signe, c'est les émotions sont en train d'escalader. Donc là, déjà là, on le sait, OK, je touche pas la bonne chose, là. Je suis en train de ne pas avoir le bon sujet. Vous repartez sceptique. Quand vous avez eu cette conversation-là, puis vous vous dites, hey, je pense qu'on a... J'ai le sentiment déjà vu. Comme, il me semble, on a déjà abordé ça, ça n'a pas fonctionné, puis ça va probablement revenir, ou etc. Ben là, ça veut dire que vous n'avez pas eu le bon sujet. Ou comme je disais, on est dans un dialogue de déjà vu, donc on n'a probablement pas choisi le bon sujet dans notre conversation. Donc, ce qu'il faut faire, ben, c'est
dégager vraiment, OK, qu'est-ce qui est du fluff là? Euh, c'est quoi vraiment le cœur de tout ce qui se passe? C'est quoi le cœur? Donc, il faut aller dégager le cœur de toutes nos frustrations, de tout ce qui se passe pour aller vraiment dégager le bon sujet. Puis c'est de choisir ce sujet-là, puis d'aller le simplifier au maximum, hein. Donc, des fois, par exemple, un employé qui arrive en retard, qui est peut-être moins performant dans son emploi, ou d'aller, donc, c'est d'aller voir, OK, dégager. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe à la maison? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dans son travail qui le motive? Ouais. Est-ce qu'il y a eu un changement dans son travail récemment? Puis là, c'est d'aller vraiment choisir, OK, c'est peut-être ça, d'aller le simplifier, puis c'est ça, OK, bon, mais là, j'ai mon bon sujet que je vais aller aborder avec cette personne-là. Donc, au lieu d'aller aborder les retards, au lieu d'aller aborder, ben, je vais aller aborder le nœud de ce qui se passe. Commencer avec le cœur, hein? Donc, ça, c'est important quand on commence une conversation difficile. Ben, c'est de travailler sur le moi avant le nous, hein. C'est vraiment d'aller vers la personne versus le motif. Donc, commencez avec le cœur, commencez avec vos motifs. Donc, par exemple, hein, si je parle de la personne qui était peut-être moins performante, qui arrive en retard le matin ou etc., ben, commencez avec le cœur. Pourquoi je veux avoir cette conversation difficile-là? Ben, je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir l'employé, comment il se sent. C'est ça mon motif. Donc, ça résout le problème, mais en même temps, ça bâtit la relation. Donc, c'est d'approcher vraiment la conversation puis de dire, OK, je vois, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, euh, ça me dérange, je sens qu'il y a quelque chose, ou etc. Puis ça cause telle chose. Comment ça va? Je veux savoir quel est le nœud du problème. Euh, donc, 4 questions à se poser pour vraiment vous assurer que vous avez le bon motif, ben, c'est qu'est-ce que je veux vraiment pour moi dans cette conversation-là? Qu'est-ce que je veux pour l'autre? Qu'est-ce que je veux pour la relation? Hein? Est-ce que je veux que la relation demeure positive? Qu'est-ce que je devrais faire en ce moment pour aller de l'avant vers ce que je désire? Donc, qu'est-ce que je dois faire comme première action pour arriver à cette conversation-là? Maîtriser ses histoires, ça aussi c'est important quand on a une conversation difficile avec un employé. Donc, est-ce que mes émotions me contrôlent ou je contrôle mes émotions? Donc, dans le fond, quand je reprends l'exemple de l'employé qui est peut-être plus en retard, que sa performance a baissé ou etc., on a tendance en tant que gestionnaire à se raconter des histoires puis dire ah OK, il y a probablement telle chose ou elle est moins performante, elle arrive en retard, elle commence à être moins une bonne employée. Puis là, on se raconte des histoires, hein. On pense que c'est de notre faute ou on pense que c'est X, Y, Z. Puis là, on prend ça comme la vérité absolue. Puis c'est vraiment ça le nœud du problème ou elle n'est pas capable de faire la différence entre son personnel et son professionnel. Puis, puis là, on commence à aller dans ces histoires-là. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, premièrement, de vous questionner sur ces pensées-là, ces histoires-là, puis ces émotions-là, puis dire, est-ce que j'ai vraiment raison? Est-ce qu'il y a une autre facette à cette situation-là que peut-être que j'ai pas toutes les réponses? Puis, ben, où on a le contrôle, c'est vraiment sur ça. C'est vraiment sur nos émotions, sur nos pensées. Ce que l'autre personne vit, ce que l'autre personne a comme émotion, j'ai pas le contrôle là-dessus, mais je suis capable de contrôler, moi, mes histoires, puis mes émotions pour m'assurer d'être au maximum ouverte à la perception de l'autre. Puis, d'enlever ces histoires-là, puis de me dire, OK, je m'en vais là, blanc comme neige, je suis prête à entendre l'histoire de l'autre. Donc ça, c'est pas facile. C'est pas facile de contrôler nos petites voix intérieures qui va aller lire dans chaque réponse de la personne puis d'aller confirmer ce qu'on avait comme idée au départ. Puis la petite phrase de Shakespeare qui dit Nothing in this world is good or bad, but thinking makes it so. Hein? Donc, la réponse qu'on va recevoir dans ces conversations-là difficiles, ben, comment qu'on a déjà nos histoires de préparer, hein? Puis souvent, quand on n'écoute pas vraiment. Parce qu'on écoute, puis on a déjà notre réponse en tête, souvent, hein? Donc, c'est important quand on arrive dans ces conversations-là difficiles, au minimum, d'essayer de
taire cette petite voix-là qu'on a à l'intérieur. Donc, hein, ce qu'on voit et entend, ben, souvent on ressent, puis on agit. Hein, souvent, c'est ça. Hein, mais on a l'histoire et la pensée qui est entre les deux, comme je parlais. Donc, si on a déjà une pensée qui est négative envers le comportement de cet employé-là, ben, on va ressentir des émotions qui sont négatives, puis on va agir de façon négative. Donc, j'avais un petit exemple, là, si vous voulez aller un peu la regarder. Euh, donc, comment que des fois notre histoire qu'on va se raconter va changer, par exemple, à une émotion qui est peut-être de la douleur ou de l'inquiétude versus peut-être une émotion qui va être de l'empathie. Donc, devenir maître de l'histoire. Donc, comment on fait ça? Ben, c'est de retracer votre parcours. Hein. Donc, c'est d'avoir, OK, j'ai agi de telle façon dans ma conversation. Ça vient de quelle émotion au départ? OK, bon, ben, ça vient de la colère. Ben, quelle histoire je me suis contée pour avoir ressenti cette colère-là? Hein? Est-ce que j'ai vraiment raison, hein, d'avoir interprété cette situation-là de cette façon-là où il y a peut-être un autre envers du décor? Puis ça, je peux prendre l'exemple. Si des fois, on arrive à la caisse au magasin, puis la caissière, je sais pas, elle bête avec nous autres tout d'un coup. Puis elle nous dit: «Ah, non, 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 non.» Puis on se dit: «Ben voyons, elle n'a pas, qu'est-ce qui se passe, tu sais, elle n'a pas eu son café le matin, non, 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 non.» Là, on se raconte une histoire, hein. Puis là, ben, tout d'un coup, puis qu'est-ce qu'on se rend compte? On est bêtes, nous autres aussi, hein, où on va ressortir de là. Mais peut-être qu'on, tu sais, si on retourne, on retrace le parcours, puis on se dit: «OK, ben, je sais pas, moi, elle vient peut-être juste d'avoir une conversation avec son boss, puis elle a perdu son emploi, puis il faut qu'elle finisse sa journée.» Tu sais? Fait que là, on va aller déconstruire notre histoire, puis on va aller ressentir une émotion qui est différente. Puis là, on va peut-être décider de partir et de dire: «Hey, bonne journée», tu sais, avec un gros sourire, puis j'espère que ta journée va bien aller ou etc. Là, déjà là, on va peut-être voir qu'elle va servir le prochain client, puis elle aussi va peut-être être plus de bonne humeur. Donc, c'est ça un petit peu l'effet qu'on peut avoir quand on maîtrise notre histoire. Hein, donc, remarquez votre comportement aussi. Mettre les émotions en mots, les bons mots. C'est votre histoire. Retourner aux faits. Hein, retourner à ce qui s'est passé ou etc. Puis, enlever tout ce qui est perception. Puis, aller juste aux faits. Hein, donc, OK, bon, mais la personne ce matin, je lui ai dit bonjour, elle m'a dit telle chose. Puis là, c'est d'enlever l'émotion, l'interprétation derrière tout ça. Puis faites attention à quatre types d'histoires astucieuses qu'on a tendance à faire. Hein. On a tendance à se victimiser quand on se raconte des histoires. Hein. On a tendance à dire, ben, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre. Hein. On est la victime. On peut devenir aussi méchant automatiquement, hein, que c'est notre mécanisme de défense. Des doubles standards, de l'impuissance aussi. Hein, bon, ben, je ne changerai pas cette situation-là, whatever. Il n'y a rien à faire. Changer vraiment ces histoires-là pour, ben, quand on est la victime, ben, c'est peut-être nous qui a un rôle à jouer dans cette histoire-là. On est peut-être le méchant de l'autre sans le savoir. Hein? Donc, puis, humain, impuissance, ben, c'est en capacité. Ah, ben, peut-être qu'il y a quelque chose que je peux faire dans cette relation-là. Apprendre à regarder aussi, donc découvrir les signes d'une conversation cruciale, puis quand que nous sommes plus dans le dialogue. Hein, donc, c'est être à l'écoute de ces conversations-là, difficiles-là. Donc, il y a peut-être des signaux physiques qu'on va être capable d'aller déceler, hein, des signaux physiques dans le sens que la personne se croise les bras ou on va ressentir physiquement que la personne se ferme. Des signaux émotionnels aussi, hein. On voit les yeux commencent à être pleins d'eau ou le visage commence à être rouge. Hein. Donc, on voit qu'il y a comme un signal émotionnel qui est en train de dire, OK, wow, je commence à être sur un territoire qui est glissant avec cette personne-là. Des signaux comportementaux. Hein. Va vouloir se retirer de la conversation. Hein. Va avoir physiquement, elle va se reculer ou elle va vouloir sortir, elle va faire des pas de recul, ou etc.
Donc là, c'est vraiment des signaux comportementaux qui ont commencé à être sur un terrain glissant avec cette personne-là. Ce qui est important aussi quand on recommence à voir ces signaux-là, c'est de rétablir la sécurité avec la personne, puis de dire, hey, écoute, on n'est pas là pour faire le jugement, je suis là pour comprendre, puis c'est d'aller rétablir la sécurité pour que la personne, pour descendre ces signaux-là, pour recréer l'ouverture. Donc, comment qu'on fait ça? Donc, comment qu'on assure la sécurité hein, quand on voit ces signaux-là qui commencent à moins bien aller? Euh, donc, ben, c'est le contenu versus intention. Hein? Donc, on voit que ça commence à désescaler, ben, peut-être de retourner vers notre intention, la communication. Donc, mon motif. Hein? Mon motif à moi, c'est d'aller comprendre. C'est pas d'aller dans la victimisation ou d'aller dans le méchant, c'est je veux comprendre. Euh, donc, comment qu'on fait ça? Mais il y a deux conditions à la sécurité. C'est de prendre en compte leurs préoccupations. Hein. Il y a peut-être une raison pourquoi il y a un signal là, qui se ferme ou qu'il y a une émotion qui est causée. Hein. Il y a probablement une préoccupation, puis il y a quelque chose qu'on vient d'aller toucher chez la personne. Donc, c'est s'engager à chercher un objectif commun. Hein. Donc, qu'est-ce qui est notre objectif commun à avoir cette conversation-là? Qu'est-ce que les deux, on veut aller améliorer en ayant cette conversation-là? Reconnaître l'objectif de la stratégie, puis inventer un objectif commun. Hein. Des fois, il faut aller chercher quelque chose, OK, ben, qu'est-ce qu'on veut aller ressortir les deux qui va être un win-win dans cette communication-là, dans cette conversation-là, qui va rétablir la sécurité avec la personne. Puis c'est important d'aller réitérer que vous tenez à eux et leurs intérêts. Hein, vous n'êtes pas là pour jouer le méchant dans l'histoire. Vous êtes vraiment là parce que vous tenez à eux en tant que personne, puis vous voulez vraiment aller comprendre euh, leur, leur côté de l'histoire, hein, leur côté de la pyramide. Donc, c'est de partager votre bonne intention. Excusez-vous quand c'est approprié, hein, quand vous voyez que vous êtes sur un terrain glissant, de dire ah, excuse-moi, tu sais, je réalise que on est sur un terrain glissant, mais tu sais, puis là, d'aller réitérer que vous tenez à eux. Puis, contraste pour démontrer aussi vos bonnes intentions, ça peut être une bonne stratégie à utiliser pour être capable de descendre l'émotion qui est en train de se créer. Donc, indiquez votre voie aussi. Hein? Donc, en indiquant votre voie de où vous voulez vous en aller, ça maintient aussi la sécurité. Ça crée de la confiance, de l'humilité puis de la compétence aussi. Donc, c'est le fameux state. Donc, désolé, c'est en anglais, c'est les termes en anglais, mais c'est partager vos faits. Hein? Donc, partagez vous comment vous voyez la situation, mais sans émettre de jugement ou essayer d'aller dans votre histoire. Hein? C'est de partager vos faits. OK? Donc, j'ai remarqué que, euh, qu'il y a eu un retard 2 fois cette semaine que ce rapport-là était dû hier, il n'est pas encore arrivé. T'sais. Mais c'est d'aller vraiment dans les faits sans avoir votre jugement. Hein. Donc, vous partagez vos faits. Racontez votre histoire. Hein. Racontez ce que vous êtes, qu'est-ce que vous avez perçu de cette situation-là. Donc, vous dites, hein, puis là, demandez le chemin des autres, puis de dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Comment tu vois ça? C'est d'aller vers l'autre, euh, de parler sans hésiter, puis d'encourager les essais aussi. Hein. Donc, quand vous voyez que la personne elle a peut-être de la difficulté à communiquer ce qu'elle a ressenti ou ce qu'elle vit, encourager, gars, essaye, on va voir. C'est comme dans le fameux en anglais, try me, en voulant dire je suis ouverte, je suis prête à recevoir du feedback. Puis si je suis le méchant dans l'histoire, ben, je veux le savoir. Fait que c'est comme ça qu'on est capable d'assurer une sécurité, puis une confiance aussi, puis de sentir que je ne suis pas là pour t'attaquer, je suis là pour comprendre. Explorer la voie des autres, hein, donc comment qu'on peut aller, oups, donc comment qu'on peut aller justement
aller vers l'histoire des autres, puis d'aller les aider à communiquer ce que les autres sont en train de vivre. Donc, comment gérer le silence ou la violence, hein? Parce que des fois, ils voudront pas communiquer, hein? Ils sont peut-être dans un endroit dans leur vie où ils voudront pas communiquer, ou ils vont peut-être réagir par vraiment la violence, hein? Ils vont dire, puis ils vont commencer, puis ça va éclater, puis ouf, OK, l'émotion est à son plus fort. Euh, donc, comment rétablir la sécurité? Ben, c'est en restant sincère, euh, d'assurer aussi une curiosité, puis une patience aussi. Puis les aider à aller vraiment retrouver leur chemin vers l'action, hein. Donc, poser des questions, hein, de démontrer une curiosité pour être capable d'aller les inviter à aller partager l'information. Donc, des outils d'écoute aussi, ben, c'est hein, de demander justement, de poser des questions. Le miroir, hein, de dire, OK, ben, je vois que, puis là, de décrire ce que vous voyez. Puis là, à ce moment-là, eux vont faire comme, ah oui, c'est vrai, OK, tu sais, je suis peut-être comme, c'est vrai que j'ai comme réagi de façon agressive ou etc. Donc, d'utiliser le miroir. Paraphraser aussi. Donc, ce que tu me dis, c'est, puis là, de reprendre les mots, puis de voir qu'est-ce que j'ai vraiment bien compris. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire? Puis amorcer aussi la communication. Quand c'est le silence, par exemple, ben, c'est assez d'aller amorcer par peut-être des questions ou des remarques ou des choses comme ça. Puis quoi faire si l'autre a tort, hein? Parce que peut-être que l'autre raconte une histoire qui n'est pas ça du tout, hein? Puis peut-être que c'est peut-être nous qui a tort aussi. Donc, écouter n'est pas synonyme d'accepter, hein? C'est pas parce que vous écoutez ce que l'autre a à dire que c'est d'accepter ça, que c'est d'accepter que son histoire est la réalité. Donc, c'est plutôt vraiment, oui, d'accepter que ça, c'est son histoire à lui, ça lui appartient, mais c'est de bâtir et de comparer, puis de voir, OK, ben toi, c'est ça que tu vois, moi, c'est ça que je vois, donc comment qu'on peut retrouver un objectif commun là-dedans, d'être capable d'avancer puis de bâtir. Donc, reprendre votre plume. Euh, donc, aussi, quand on est dans des conversations difficiles, c'est qu'on a tendance à, au lieu de prendre du feedback, c'est du feedback, comme qu'on pourrait dire en bon anglais. Euh, donc, c'est vraiment, quand on raconte notre histoire, ben là, c'est l'autre va utiliser comme il va dire, hey, t'as tort, puis parce que c'est un mécanisme naturel de défense, hein. On va attaquer l'autre pour être capable de se défendre. Euh, ce qui est important de faire, c'est de ne pas se tourner vers les autres pour obtenir les informations, mais euh, c'est plutôt parce que, tu sais, il y en a vraiment qui vivent, par exemple, en tant que gestionnaire, c'est qu'on veut être aimé, hein. Souvent, c'est ça. On veut être aimé de nos employés, puis on veut, puis là, ben, c'est au lieu de vouloir avoir ces conversations difficiles-là avec nos employés, ben, on préfère vraiment plutôt rester dans les bonnes relations, etc. Donc, on va laisser passer des fois des choses qui nous agacent en tant que gestionnaire pour être capable de garder la relation. Donc, c'est important hein, euh, d'aller plutôt reprendre votre plume puis de dire non, euh, je vais aller à l'encontre de ça, je vais aller essayer de comprendre puis je vais aller essayer de ressortir de ça gagnant. Puis passer à l'action, hein, c'est bien important. On a eu une conversation difficile. On a été voir comment ça allait, l'histoire de l'autre. On a compris, etc. Mais là, then what? Hein? On veut avoir cette conversation-là pour qu'il y ait des changements, right? Pour qu'il y ait une action qui soit prise ensuite. Euh, donc, souvent, le problème, c'est qu'on a eu ces conversations-là. On a compris l'histoire de l'autre, on a compris ce qui se passe. Mais là, il n'y a comme pas de suite. Il n'y a comme pas d'action qui est prise ensemble. Donc, souvent, on a des attentes floues quant à la manière dont les décisions vont être prises, hein. On ne parvient pas vraiment à donner suite aux décisions qu'on prend pendant ces conversations-là difficiles-là. Donc, c'est important d'avoir une ligne d'autorité vraiment qui est claire.
Puis c'est vraiment d'avoir, OK, bon, ben, commander, consulter, voter, consensus. Hein, puis c'est voir, OK, qui s'en soucie, qui sait, qui doivent accepter, puis combien de personnes faut-il impliquer dans ça. Donc, par exemple, si l'employé, par exemple, qui a sa performance, puis qui arrive en retard, puis que c'était peut-être au niveau personnel qu'il y avait des choses. Donc là, c'est de voir ensemble et de dire, OK, quelle action qu'on peut prendre en tant qu'employeur pour t'aider à naviguer ces choses-là? C'est-tu de changer tes heures de 9 heures à 5 heures au lieu de 8h30 à 4h30? Donc, c'est vraiment d'aller dans l'action puis de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler cette situation-là? Puis d'aller vraiment dans l'action qui est prise. Donc, à la fin de cette conversation-là difficile là, qu'on a eue, il faut qu'il y ait une prochaine étape. Il faut qu'il y ait une action qui soit prise et qui est acceptée, dans le fond, des deux parties. Donc, passer à l'action, hein, encore là, quand, quand il y a une décision, par exemple, qui est impossible, ben, on termine par un engagement. Donc, ça, c'est une autre façon de passer à l'action, puis c'est de s'engager à quelque chose. Donc, par exemple, si j'ai une conversation difficile avec un de mes employés, puis que je me rends compte que peut-être que moi, mes communications sont peut-être pas claires. Hein, c'est peut-être quelque chose. Donc, là, à ce moment-là, on prend un engagement, puis on dit, regarde, je vais m'engager à m'assurer que je sois plus claire la prochaine fois en utilisant telle tactique. Hein? Ou je vais t'inviter à paraphraser, ou moi je vais paraphraser, ou etc. Euh, donc, à ce moment-là, on termine par un engagement. S'il n'y a pas une décision qui peut être possible à ce moment-là, ben, à ce moment-là, on prend un engagement euh, avec la personne. Donc, on est à la conclusion. Donc, je vous laisse là-dessus sur une citation de Jacques Salomé. Il dit, le plus important n'est pas ce que l'on donne aux autres, mais ce que l'on éveille et permet en eux. Je vous inviterai à ce moment ici, dans le fond, après qu'on a vu tous les outils euh, d'un gestionnaire inspirant, comment il navigue les communications, comment il se prépare, etc., euh, de revenir vraiment à la question du début, puis des qualités que vous aviez choisies là, pour votre gestionnaire inspirant. Puis, est-ce que vous avez changé d'opinion sur ces qualités-là ou est-ce que ça a venu confirmer des choses que, ah oui, c'est vrai, lui, il avait ça, cette facilité-là, etc. Puis, les ressources, dans le fond, qui ont été utilisées, si ça vous intéresse de les consulter ou de les lire, c'était vraiment la communication et la gestion, devenir un gestionnaire inspirant et aussi Crucial Conversations, qui est un ouvrage en anglais, euh, qui est vraiment tous des outils vraiment pour arriver à naviguer des conversations euh, quand c'est vraiment important, les enjeux. Donc, voilà. Donc, merci. Merci beaucoup, Véronique. C'était vraiment une conversation, encore une fois, très, très riche. Moi, à chaque fois que Véronique passe chez nous avec un webinaire, je vous dis, il faut réécouter le webinaire parce qu'il y avait vraiment plein, plein de choses. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que souvent, oui, on écoute, mais on n'entend pas. Il y avait, Véronique nous a donné un autre webinaire et je vous conseille d'aller le regarder sur les biais, vraiment. Donc oui, communiquer, c'est très bien, mais encore faut-il se nettoyer la tête avant de communiquer, c'est-à-dire d'essayer vraiment de ne pas avoir tous ces biais, etc. Donc encore une fois, merci beaucoup Véronique pour cette très très riche conversation et peut-être que la communication avec la parole et peut-être que tu nous feras un beau webinaire sur le silence et la manière de négocier aussi. Comment le silence, des fois, ça peut aussi être un bon outil de communication que moi, avec l'âge, j'utilise de plus en plus. Voilà. Encore une fois, merci et au plaisir de te revoir. Merci à toutes. Merci Véronique. Au revoir.